Bonjour, voici un exercice type sur la chute libre. Vous prenez un crayon, un papier, règle, surligneur, quelques crayons de couleur et c'est parti. En premier, revoyons la méthode à appliquer et c'est obligatoire pour toute étude d'un exercice de mécanique. En premier, il faut définir le système. Donc il faut écrire système, 2 points, et ça correspond au corps étudié. Donc nous ici, c'est un sportif qui fait un saut en chute libre, tout simplement. Ensuite, il faut aussi indiquer le référentiel, c'est-à-dire par rapport à quels axes, par rapport à quel centre, donc la plupart du temps c'est haut, vous allez décrire le mouvement. Donc il faut préciser si c'est le référentiel terrestre, qui est souvent le sol, le laboratoire, ou est-ce que c'est un référentiel géocentrique, c'est-à-dire par rapport au centre de la Terre. C'est vrai que si on étudie le mouvement d'un satellite autour de la Terre, ça sera quand même beaucoup plus judicieux. Ensuite, si c'est par rapport au Soleil, dans ces cas-là, ça sera un référentiel. Donc le référentiel héliocentrique, où on met le Soleil au milieu. Bon, là, il faut définir aussi le repère, les axes, si c'est IJK aussi pour les vecteurs normés. Donc il faut penser à tout ça. Ensuite, il faut faire un schéma légendé dans lequel vous allez indiquer les axes. Ensuite, il faut faire un bilan des forces. On va en parler un peu après. Et ensuite, il faut faire les inventaires des données de votre exercice, où vous mettez les symboles des grandeurs et vous n'oubliez pas donc les données numériques et les unités. Faisons un bref rappel de ce qui concerne les forces. Bon, déjà, il faut connaître la définition. On appelle force toute action capable de produire ou de modifier le mouvement d'un solide ou de le déformer. Il ne faut pas oublier que c'est une grandeur vectorielle, donc on n'oublie pas le vecteur, et une force a une quatrième caractéristique. Quand vous définissez un vecteur en maths, il n'a que 3 caractéristiques. Direction, sens et la valeur, la norme. Or là, n'oubliez pas donc la norme, vous l'écrivez comme ceci. Bon, des fois, vous voyez aussi cette écriture-là. Mais la différence entre un vecteur et un vecteur force, c'est qu'il y a le point d'application et qui est indispensable. Quand vous appliquez une force, elle est appliquée à un endroit précis. Si on vous tire par la manche, on vous tire pas, on vous attrape pas tout le corps et tout. Donc c'est un point précis. Donc là, vous avez le catalogue des forces qu'il faut connaître obligatoirement quand vous êtes au lycée. Alors le poids, centre de gravité, vertical, descendant, il faut connaître P est égal à mg pour pouvoir la calculer. Après, si vous devez représenter à l'échelle, donc le vecteur poids, vous faites une correspondance. Par exemple, si vous décidez que 10 newtons correspond à 1 centimètre, si vous avez un vecteur force de 20 newtons, vous aurez un vecteur qui aura pour longueur 2 centimètres. Il faudra indiquer cette échelle. Vous avez la force magnétique que vous pouvez rencontrer, mais on vous la précisera parce qu'elle n'est pas au programme. Vous avez la poussée d'Archimède, là par contre qu'il faut connaître obligatoirement. Elle est opposée donc au poids et donc dans l'eau ça sera opposé au mouvement si l'objet coule. Et vous avez la valeur en newton et c'est pi qui est égal à ρ fois v fois vg. Des fois vous pouvez rencontrer PA, mais pour éviter de mélanger avec les pascals pour la statique des fluides, pi est quand même beaucoup plus pratique. Et c'est égal au poids du volume de liquide déplacé, donc lié à la masse volumique du liquide. On flotte plus dans la Méditerranée que dans une piscine avec de l'eau douce. Vous devez connaître la réaction du support. Alors moi, je fais la différence entre la réaction du support normale, donc perpendiculaire au sol, et après la réaction du support tangentiel, celle qui est en dessous ici. Là, vous avez les forces de frottement avec le point d'application, l'axe du mouvement, le sens opposé au mouvement. Vous avez la tension du fil, donc là, c'est le petit dessin avec l'araignée, et vous avez la tension du ressort que vous pouvez rencontrer dans certains exercices, mais c'est quand même limite programme. Mais si on vous la décrit bien, à ce moment-là, vous pourrez très bien l'utiliser. Nous allons donc appliquer la méthode. Notre système, c'est notre sportif. Notre référentiel, on va prendre l'axe Z, qui sera orienté vers le bas, puisque notre sportif,
il saute du haut d'un avion, donc à une certaine altitude, on va prendre le même sens que celui du mouvement. Ensuite, une fois qu'on a fait donc le système, le référentiel, dans la méthode, on est censé faire le schéma légendé. Eh ben, c'est parti. Donc, on a un axe. On va mettre le 0 ici. Et là, c'est donc Z et nous sommes en mètres. On nous dit par contre que notre sportif, il est assimilé à un point. Alors ça, c'est super pratique quand il faut dessiner. Ça veut dire qu'au lieu de dessiner voilà, un sportif qui fait de la chute libre là, avec son parachute, on va pouvoir se permettre juste de dessiner un point qu'on va appeler G, le centre de gravité de notre sportif. Donc on peut dire qu'au début, on est ici, donc G est là, donc là c'est AT égale à 0. On sait que notre sportif, bon, il a une masse, on indiquera après, il se met en position horizontale, donc ça c'est impeccable, et son mouvement est purement vertical, donc l'axe est très bien. Il faut maintenant, donc nous, il va descendre, hein. On imagine par exemple G1, on peut imaginer G2, etc., etc., et jusqu'à un certain point où là, la vitesse se stabilise. Donc on peut l'appeler par exemple Gmax, voilà. Ou à ce moment-là, la vitesse aura atteint donc une valeur, une sorte de valeur limite, de valeur maximale qui ne bougera plus. Donc, il va falloir placer les vecteurs. Il va falloir donc s'occuper du bilan des forces. Alors, le bilan des forces. Donc, comme on nous l'indique dans l'énoncé, on a donc le poids, donc en G, vertical, descendant. On peut même indiquer que c'est P qui est égal à M multiplié par G en newton, bien qu'ici. Ensuite, on nous dit que nous avons les forces de frottement. Alors donc, ça c'est petit f. Et là, c'est le frottement. Donc là, on va laisser en G, nous au moins on n'a pas de souci. On peut dire que, alors elles vont être verticales. Donc les frottements, c'est une force qui va être verticale, opposée au mouvement. Et ça sera F en newton, mais ça, il faudra par contre vous le donner. Donc on va les tracer. Alors, on va mettre donc le poids, on va essayer de prendre des couleurs différentes. Donc, on va le mettre en vert. Donc le poids. Et là, on va représenter les forces de frottement. Alors les forces de frottement vont être opposées. Par contre, on ne peut pas mettre un vecteur, même à titre indicatif, qui ait la même longueur que le vecteur poids. On nous dit que c'est sans souci d'échelle, mais bon, si tous les deux ils avaient exactement la même longueur, ça voudrait dire que notre parachutiste reste sur place. Donc ça serait un petit peu embêtant. Alors on va juste se mettre donc ici, voilà, et on va appeler ça petit f. Donc là, on a placé le poids, force de frottement. Ah, par contre, il faut qu'on s'occupe du vecteur variation de vitesse. Alors, que savons-nous sur le vecteur variation de vitesse? On nous dit par contre qu'au départ, il nous faut des informations. Donc là maintenant, une fois qu'on a fait notre bilan des forces, on va s'occuper de l'inventaire des données, pour ne rien oublier. Donc, à t égale à 0, on nous donne une information. Il n'y a pas de vitesse initiale. V0 est égal à 0 mètres par seconde. On nous dit que notre sportif a une masse de 78,0 kg. On nous dit que quand on est ici Gmax, c'est quand T est égal à 12 secondes. On nous dit théoriquement que V
ici, est égal à 53. Donc on va peut-être l'appeler, pour ne pas se tromper, pour bien comprendre où on en est, on va l'appeler Vmax est égal à 53 mètres par seconde. Avons-nous d'autres informations? Non. Maintenant, il faut s'occuper de placer delta V. D'après l'énoncé, on connaît la norme de Vmax et on sait que delta V, c'est égal à Vmax, sans oublier le vecteur, moins V0. Or, V0, c'est égal à 0, au vecteur nul. Donc, du coup, il nous reste Vmax. Donc, à ce moment-là, quand on représente delta V, alors je vais changer de couleur pour qu'on puisse bien le voir, je vais représenter en marron, on se retrouve avec delta V qui serait ici. Maintenant, occupons-nous de la question de l'exercice. Vous avez fait un beau bilan des forces, une belle présentation avec le schéma, tout ce qu'il fallait dessus. Et la question, en gros, qui correspond à l'exercice, c'est de savoir si la vitesse atteinte, qui est donc de 53 mètres par seconde, a besoin de tenir compte des frottements ou pas. Donc ce chiffre est obtenu avec frottement. Que se passe-t-il si on ne tient pas compte des frottements? Et ça, c'est la question B. À ce moment-là, on le précise. Donc, on néglige les frottements. Cela signifie que donc, le sportif n'est soumis qu'à son poids. Remettons le schéma. Donc, on voit qu'il saute, il n'y a plus les frottements, il n'est soumis qu'à son poids. Maintenant, nous allons appliquer le principe fondamental de la dynamique. C'est la seconde loi de Newton. On l'écrit. Appliquons la seconde loi de Newton. Bon, c'est le principe fondamental de la dynamique. On récite le cours, c'est-à-dire que la somme, vous vous rappelez le sigma majuscule, le M qui est tombé sur la gauche. Donc la somme des forces extérieures appliquées à notre système, donc à notre sportif, qui est égale à M multiplié par, nous sommes en première, donc c'est delta V divisé par delta T. Que pouvons-nous en déduire? Nous, on remplace la somme des forces par le poids. Donc le poids est égal à la masse multipliée par delta V sur delta T. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? C'est V. Et nous, ce V, c'est même un V max. Il n'y a pas de souci. On passe à la norme des vecteurs et nous cherchons delta V. Donc notre delta V, on a de la chance vu que V0 c'est Vmax moins V0. Or V0 est égal à 0, donc c'est bien égal à Vmax. Ensuite, comme c'est écrit ici, notre delta T, en réalité c'est Tmax moins T0, ça va faire 12 secondes. Donc là, on commence à avoir tout. Alors déjà, écrivons la relation sans les vecteurs. Donc P, c'est égal à M fois G. C'est la norme du vecteur P. Je peux l'écrire comme ça. Ensuite,
c'est égal à m multiplié par, donc, la norme de Vmax, ben c'est Vmax, hein, divisé par donc notre delta t qui correspond à nos 12 secondes. Mais on peut l'écrire comme ceci, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc Vmax, on écrit la relation littérale. On peut peut-être simplifier par m. On va donc se retrouver avec Vmax qui est égal à G multiplié par donc, delta T. On rajoute les unités pour voir si c'est tout à fait cohérent. M seconde moins 2 et... Alors c'est M seconde moins 2 ou des newtons kilogramme moins 1. Et T qui est en secondes. Donc là, ça correspond bien, on n'a pas fait d'erreur. On complète. C'est donc dans l'énoncé 9,81 multiplié par 12. C'est égal à 118 mètres secondes moins 1. Pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, on va le donner en km/h. Alors, en km/h, il suffit de multiplier par 3,6. Et ça donne donc 424 km/h moins 1. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Donc, on fait comme conclusion, hein, donc là, j'en déduis que Vmax, donc sans frottement, on est presque... il y a un petit écart, mais bon, c'est quand même le tiers de Mach 1. Sans frottement est différent de Vmax avec frottement. On a quand même un écart... c'est du simple au double. Hein. Et donc, on répond à la question, on ne peut pas négliger les frottements avec l'air. Donc, il y a des exercices où ça sera tout à fait logique de les négliger. Et il y en a d'autres, comme par exemple celui-là, où on ne pourra pas se permettre de les négliger. Maintenant, on va continuer pour aller un petit peu plus loin dans cet exercice type. C'est finalement cette histoire de vitesse limite. Qu'est-ce que cela implique? Donc, on va essayer de réfléchir. Donc, ce qu'on voit, toujours pareil, hein, je vous montre avec le raisonnement, je vois que, je sais que, j'en déduis que, qu'on peut arriver à répondre à la question. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous constatez que une fois que la vitesse limite est atteinte, elle ne change plus. C'est ça hein, qu'on essaye de comprendre. Comment ça se fait que ça change plus? Vous imaginez, il saute de l'avion et au bout d'un moment, eh ben, sa vitesse, elle a atteint son maximum. Là, c'est bon, c'est une vitesse limite. Il ne peut pas continuer comme ça. Elle va... Voilà. Donc c'est ça qu'on essaye de comprendre. Donc là, on a bien compris qu'elle ne changeait plus. Qu'est-ce qu'on sait qui peut nous expliquer à comprendre ce phénomène? Si elle ne change plus, ça veut dire que delta V est égal au vecteur nul. Si la vitesse ne change plus, ça veut dire qu'elle est uniforme. On parle donc d'un mouvement uniforme ou immobile.
Mais bon, on ne pense pas que... On sait très bien qu'il descend, qu'il ne reste pas en l'air. Donc là, cela signifie qu'il n'y a plus d'accélération. Il ne ralentit pas non plus. Ça veut dire que la somme des forces extérieures est égale à 0 d'après la seconde loi de Newton. N'oubliez pas cette seconde loi, c'est que la somme des forces extérieures est égale à m fois delta V sur delta T. Si vous avez delta V qui est égal à 0, obligatoirement la somme des forces est égale au vecteur nul. Pas trop le choix. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire? Notre somme des forces extérieures, c'est égal à P plus F. Et on est en train de dire que c'est égal à 0. Donc dans ces cas-là, P est égal à moins F. Ça paraît tout à fait logique, puisque les frottements sont opposés au mouvement et ici P est vertical, descendant comme l'axe Z, donc, comme le sportif, comme le mouvement du sportif. Donc, on vérifie juste nos lois de Newton, en sachant que quand c'est égal à 0, ça serait même, pour aller un petit rappel de seconde, c'est même le principe d'inertie. Parce que quand vous avez des forces qui se compensent, à ce moment-là, le mouvement est soit rectiligne uniforme, soit l'objet est immobile. Et nous, on sait qu'il n'est pas immobile. Donc ici, on vérifie bien, dans ce cas-là, que les forces se compensent. Et voilà, l'exercice est terminé. Rappelez-vous bien, obligatoirement, la méthode, le système, le référentiel, le schéma légendé, le bilan des forces. Il faut donc connaître les 4 caractéristiques par cœur. Bon, il y a tout le temps le poids, voilà. Et l'inventaire des données. En terminale, on vous rajoutera 2 petites forces en plus, mais qu'on a vues en première avec la force d'interaction électrostatique pour d'électrostatique, voilà. Et pour la force d'interaction gravitationnelle, on l'a vu aussi, puisqu'on a vu aussi le champ. Donc vous avez tout ce qu'il faut. À bientôt. À bientôt.